Cette vidéo est sponsorisée par Opera. Isaac Newton. Quand on entend ce nom, on pense, pour la plupart d'entre nous, à la même chose. Une pomme qui tombe d'un arbre et un type qui est assis dans l'herbe qui est en train de comprendre soudainement comment fonctionne la gravité. Je crois que c'est à peu près l'image qu'on a tous de cet homme. Pour moi, Newton, c'était un savant plutôt calme, serein, solitaire, probablement perché dans une espèce de tour d'ivoire à Cambridge, en train de percer les mystères de l'univers avec juste de quoi écrire et sa tête. Mais cette image est incomplète parce que ce que Newton va faire à l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est encore considéré comme l'une des tracks les plus méticuleuses de l'histoire, et ça, nos manuels scolaires ne nous l'ont pas raconté quand on nous a parlé de Newton. Donc, Isaac Newton, le père de la physique moderne, l'homme qui a littéralement calculé les lois de l'univers, a passé plusieurs années de sa vie à arpenter les bas-fonds les plus crasseux de Londres. Il soudoyait des criminels, il recrutait des indiques dans des tavernes plutôt mal famées, mal fréquentées, il interrogeait personnellement des prostituées, des voleurs dans des cellules que j'imagine en plus à l'époque puantes, c'est pas le truc très bien entretenu, à la prison de Newgate, tout ça pour traquer un faussaire avec une sorte de froideur totale, un truc méthodique, millimétré. Son but était d'envoyer directement cette personne à la potence sans jamais manifester la moindre émotion. Il a résolu cette affaire comme ça avec une sorte de logique froide. Pour lui, c'était pas plus ou pas moins excitant qu'une équation. Mais l'homme en question s'appelle William Chaloner et cette histoire, c'est probablement le plus grand duel psychologique du XVIIe siècle. D'un côté, on a le plus brillant manipulateur de son époque, et je n'exagère pas, vous allez voir, un type qui a arnaqué le Parlement anglais, la Banque d'Angleterre et à peu près toutes les institutions du royaume, et de l'autre, on a un des cerveaux les plus analytiques de l'histoire humaine. Et quand le premier a décidé, dans un excès de confiance absolue, vous allez voir, de défier le second, disons que ça s'est très mal terminé pour lui. Mais le comment est encore plus passionnant que la finalité, donc cette histoire commence avec un pays qui est en train de s'effondrer. Pour comprendre comment ces deux hommes se sont retrouvés face à face, il faut d'abord que vous compreniez à quel point l'Angleterre était au bord du gouffre. À l'époque, identifier un faussaire de ce brouillard économique, c'était un cauchemar technique. Aujourd'hui, il y a un autre terrain de jeu où la sécurité est essentielle, c'est celui du numérique. Impossible en 2026 de ne pas avoir les bons outils, c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par le navigateur Opera. Pour naviguer sereinement, Opera intègre nativement un VPN gratuit, vraiment gratuit, c'est-à-dire il n'y a pas d'extension, il n'y a pas d'inscription, c'est un petit clic à gauche dans la barre de recherche et votre emplacement est masqué sans collecte de vos données. Vous pouvez même changer de zone géographique entre les différents continents en un instant. Opera, lui, gère vos onglets avec la même rigueur grâce au Tab Islands. Vous pouvez grouper vos onglets par thématique, comme vos achats d'un côté et vos recherches de l'autre, par exemple. Vous pouvez leur attribuer une couleur, les réduire, les agrandir pour garder un espace de travail propre. Et pour ne plus jamais vous perdre, les Tab Traces soulignent vos onglets les plus récents. C'est pas compliqué. Plus c'est sombre et plus votre visite est récente. Ça vous permet de repérer facilement votre activité récente sans avoir à parcourir une multitude d'onglets. Enfin, pour la productivité, le split screen vous permet maintenant de diviser votre écran jusqu'à 4 onglets simultanément. Ça, pour moi, c'est parfait pour comparer des sources sans avoir à jongler entre les différentes fenêtres. Tout est accessible via la sidebar personnalisable où vous pouvez épingler vos services comme Gmail ou Calendar pour tout avoir sous la main sans ouvrir de nouveaux onglets. Ce qui est idéal pour consulter vos mails, pour regarder votre agenda, pour regarder vos traductions aussi, sans avoir à interrompre votre flux de travail. Je vous invite à télécharger gratuitement Opera via le lien que je vous mets dans la description ou en commentaire épinglé pour reprendre le contrôle sur votre navigation. Nous sommes dans les années 1690. L'Angleterre de Guillaume III est en guerre contre la France de Louis XIV. La guerre, ça coûte cher, ça coûte une fortune. Mais le véritable ennemi du pays, c'est pas sur le champ de bataille qui se trouve, c'est dans les poches des citoyens anglais. La monnaie d'argent, donc le sang de l'économie là-bas, est en train de mourir parce qu'elle subit deux fléaux en simultané, deux fléaux complètement fous. Le premier, ça s'appelle le rognage. La plupart des pièces d'argent qui circulaient à ce moment-là sont encore frappées à la main, donc au marteau, avec une technique qui date quand même du Moyen-Âge. Résultat, les bords des pièces sont naturellement irrégulières. Et donc des milliers et des milliers de citoyens, des gens très ordinaires, comme vous et moi, prennent des petites cisailles et ils découpent, ils rognent discrètement un petit bout d'argent sur le bord de la pièce. Et ils remettent la pièce, on va dire, amaigrie de ce petit prélèvement en circulation parce qu'elle vaut toujours sa valeur faciale. Si elle vaut 2, on va dire, juste pour donner un chiffre au hasard, eh bien elle vaut toujours 2. Et le geste de prélèvement est minuscule, c'est quasiment impossible à détecter à l'époque, mais multiplié par des millions de pièces, les conséquences sont cataclysmiques pour l'Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'en 1695, les pièces anglaises ont perdu, à cause de ça, entre autres, en moyenne, la moitié de leur poids en métal précieux.
Elles sont 2 fois plus petites qu'avant en gros. La moitié. La monnaie du roi, elle ne vaut plus, au sens propre, son pesant d'argent. Normalement, l'argent de la pièce, ça vaut le prix facial de la pièce. Je vous donne un exemple très concret. C'est comme si aujourd'hui une pièce de 2 € était fabriquée avec de l'argent, donc uniquement en argent, pour un poids équivalent à 2 € au prix du cours de l'argent pour ce poids-là. C'est pourquoi la monnaie du pays a perdu la moitié de sa valeur sans que personne ne puisse l'arrêter. Et la deuxième chose, je vous ai parlé de 2 fléaux, c'est encore plus vicieux. C'est un mécanisme d'arbitrage qui vide le pays de ses richesses à cause de l'offre, de la demande, des cours, des fluctuations du marché d'un pays à l'autre. L'idée, c'est simple, vous allez voir. Il ne s'agit pas des pièces rognées, il s'agit des 50% restants, des pièces neuves. Une pièce d'argent non rognée a une valeur légale d'1 shilling à Londres. Okay, on sait, on voit qu'elle est neuve, on sait que c'est vrai. Mais l'argent qui la compose, au cours de l'argent, ça vaut plus cher sur le continent européen qu'en Angleterre. Donc il y a des financiers qui rachètent ces pièces neuves, ils les font dans le lingot et ils vont vendre le bloc de lingots d'argent brut à Paris ou à Amsterdam pour bien plus cher que l'ensemble des valeurs faciales qu'ils avaient fondues au départ. C'est de l'argent gratuit, ça spécule en fait, c'est aussi bête que ça. Et comme c'est de l'argent gratuit, toute la bonne monnaie, puisqu'on parle des pièces neuves, les pièces non rognées, elles quittent le pays. Donc ce mécanisme-là aussi va vider les caisses du pays et le pays de sa richesse au global, pièce par pièce. Et un petit détail en plus, comme si ça ne suffisait pas, sachez qu'en plus, environ 10% des pièces qui circulent, que ce soit les neuves ou les anciennes, sont fausses. Voilà, c'est pas de l'argent, c'est des fausses pièces. Je ne sais pas si vous imaginez le bazar que ça devient. Par exemple, le gouvernement n'a plus les moyens de payer ses propres soldats alors qu'ils sont en pleine guerre contre la France. Les commerçants refusent souvent des pièces parce qu'ils les trouvent trop légères. Il y a une panique absolue qui s'empare du sommet de l'État et c'est dans ce chaos qu'un homme va commencer à s'enrichir. Donc le Parlement réagit et rappelle toutes les vieilles pièces rognées, frappées à la main, pour les fondre. Et avec ça, ils veulent émettre une nouvelle monnaie, toute neuve, frappée cette fois à la machine, donc avec des ports crénelés qui rendent le rognage pas impossible, mais visible, immédiatement visible. Ça porte un nom, ça se fait appeler la Grande Refonte. Je veux dire, c'est pas rien à la base, c'est un projet titanesque, mais pour le mener à bien, la monnaie royale, qui est installée dans la Tour de Londres, elle a besoin d'un nouveau directeur. C'est ainsi qu'on offre le poste de Warden à Isaac Newton. Warden, c'est pas une personne. Le Warden, en gros, c'est le gardien de la monnaie royale. Mais ce qu'ils savent pas au gouvernement, c'est qu'ils viennent de confier ce problème à l'homme le plus obsessionnel du royaume. Un poste honorifique, très bien payé, qu'on offre à un scientifique brillant pour qu'il finisse ses jours tranquillement. Son ami Charles Montagu, qui connaît bien le poste, chancelier de l'Échiquier, lui dit que c'est un poste qui ne nécessitera pas trop d'attention. Et il n'a pas tort. Tous les prédécesseurs au poste de Warden ne sont pratiquement jamais venus sur place, ils ne se sont jamais présentés au travail. Sauf que là, on parle d'Isaac Newton, un homme qui ne sait pas faire les choses à moitié. Newton débarque à la Tour de Londres en avril 1696 et au lieu de s'installer dans un bon petit bureau bien confortable avec ses petites affaires et une petite tasse de thé pour rentrer dans le cliché, il va descendre directement à l'usine et découvre une gestion pourrie par la corruption, pourrie par une bureaucratie, une incompétence généralisée. Le vrai patron des lieux, Thomas Neal, le Master of the Mint, c'est un joueur invétéré qui est plutôt intéressé par faire des loteries que par frapper des pièces. Alors Newton, assez spontanément, il décide de traiter la monnaie royale comme on traiterait un problème de physique. Il sort de quoi mesurer le temps, il observe, il étudie la thermodynamique des fours, il calcule la capacité exacte des creusets de fonte, la quantité optimale de charbon à brûler, la force de friction des presses. Il calcule même le rythme auquel les chevaux et les ouvriers s'épuisent en tournant les moulins. Ce qu'il veut comprendre, c'est la fabrication de la monnaie pour la transformer en équation. Parce qu'une équation, on peut l'améliorer après. C'est pas idiot, et les résultats sont hallucinants. Ça marche vraiment. Avant son arrivée, personne ne pensait que la monnaie, par exemple, pouvait produire plus de 15 000 pièces par semaine. Newton fait monter la cadence à 50 000. Il dirige une armée de 500 ouvriers qui travaillent 6 jours par semaine. Il ouvre des ateliers en province pour accélérer l'opération parce que frapper cette nouvelle monnaie, il faut que ça aille vite. Il faut vite rappeler l'ancienne, fondre et redistribuer de la monnaie pour qu'il y ait une continuité. En 3 ans, la valeur de l'argent frappé dépasse 5,1 millions de livres sterling contre 3,3 millions pour les 35 années précédentes. Mais pour comprendre la suite, il faut que vous compreniez l'homme. Parce que Newton, c'est pas vraiment l'image dont on parlait au début de la vidéo. C'est un homme profondément solitaire.
Il a été abandonné dans l'enfance, son père était mort, sa mère l'a confié à sa grand-mère, etc. C'est quelqu'un de rancunier, de vindicatif, il est engagé dans des querelles plutôt virulentes, plutôt féroces avec d'autres scientifiques. C'est pas un tendre, et surtout il a un secret que personne ne connaît à l'époque. Pendant des décennies derrière les portes closes de son labo à Cambridge, Newton pratique assidûment l'alchimie. L'alchimie, il passe ses nuits à chercher la pierre philosophale. Alors, pas pour la vie éternelle, je ne sais pas si vous connaissez le mythe ou la légende de la pierre philosophale, mais à la base, on en parle pour transmuter la matière, pour transformer le plomb en or. Et c'est à peu près ce qu'aimerait faire Newton, transmuter des métaux basiques en or pur. Fun fact, des analyses des cheveux de Newton qui ont été publiées en 1979 dans les Notes and Records of the Royal Society ont révélé des niveaux de mercure très largement supérieurs à la normale, ainsi que des traces de plomb et d'arsenic. C'est sûrement dû à ses recherches en tant qu'alchimiste. Donc pour Newton, la chimie, c'était une quête sacrée. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du spirituel dans l'alchimie. Gardez cette information en tête parce qu'elle va devenir très importante par la suite. Si vous comprenez ça, vous comprendrez pourquoi cette affaire va devenir personnelle pour Newton. Alors il y a un aspect du poste que Newton n'avait pas anticipé et qu'il aurait franchement préféré éviter. La description du poste de Warden inclut la responsabilité très concrète de traquer et poursuivre les faux monnayeurs. Newton ne veut pas perdre son temps avec ça, au point qu'il écrit au trésor, il y a une lettre qui fait trace, pour demander à en être dispensé. C'est la même réponse qu'en 2026, si c'est dans la fiche de poste, faut le faire. Newton s'y met avec son zèle habituel sans savoir qu'il va tomber sur quelqu'un qui joue exactement au même jeu que lui, mais à l'envers. C'est là que l'histoire bascule, parce que parmi tous les faussaires de Londres, il y en a un qui va commettre l'erreur fatale de sa vie, défier personnellement Isaac Newton. Il s'appelle William Chaloner. Il naît en 1650 dans une famille misérable et enfant, il est tellement ingérable que ses parents l'envoient en apprentissage chez un fabricant de clous à Birmingham. Birmingham qui est, par un hasard lourd de conséquences, la capitale officieuse de la contrefaçon anglaise. C'est là que Chaloner apprend les bases de la métallurgie clandestine et il est doué. Il va devenir exceptionnellement bon. Mais Birmingham, c'est trop petit pour lui. Alors dans les années 80, il marche jusqu'à Londres pour y faire fortune et commence vraiment tout en bas de l'échelle. Sa première activité documentée, c'est la vente ambulante de fausses montres en étain qui cachent en réalité des objets érotiques destinés à une clientèle libertine de l'époque. Je vous jure que c'est vrai, c'est documenté, des accessoires coquins, c'est attesté par sa biographie posthume de 1699, le Guzman Redivivus. Et ça, c'est que le début de l'illégalité. Ensuite, il enfile un costume de médecin et il va se mettre à vendre des remèdes miracles à des populations terrorisées par la peste et la tuberculose. Il se fait aussi payer pour deviner, c'est énorme, hein, l'emplacement d'objets volés. Et là, je dois dire, il était très très bon, c'est pas une arnaque, mais peut-être qu'il était très bon parce que c'était lui qui avait volé les objets au préalable. C'est le principe du pompier pyromane. Mais la véritable arme ou le véritable don de Chaloner, c'est sa maîtrise de l'esprit humain. Il possède un don, c'est inné, pour lire les gens, il sait identifier leurs failles, il sait ajuster son discours vraiment instantanément, en une fraction de seconde. Chaloner, il ne va pas fabriquer que de la fausse monnaie, vous allez voir. Il va fabriquer surtout de la confiance. C'est ça qu'il sait faire. Des textes d'époque parlent de sa capacité à embobiner n'importe qui avec des beaux discours. Donc quand Chaloner tombe sous l'influence d'un orfèvre nommé Patrick Coffey, il trouve vraiment sa vocation. Ça va être la fausse monnaie dont je vous parlais. Il va se spécialiser dans la contrefaçon des guinées d'or et des pistoles françaises avec une habileté tellement remarquable qu'un observateur de l'époque le décrit comme le contrefacteur le plus accompli du royaume, un artiste si raffiné qu'il lui était pénible de gâcher la perfection de ses matrices par l'usage. Ça fonctionne bien, la richesse va affluer pour lui. Chaloner s'achète une luxueuse maison à Knightsbridge, il se déplace en carrosse, il s'habille comme un lord, il parle comme un lord, il dîne avec des politiciens. Le petit artisan de Birmingham est devenu quelqu'un d'important au sommet de la chaîne alimentaire londonienne. De ses propres aveux, il aurait contrefait environ 30 000 guinées au cours de sa carrière. À l'époque, ça représente une fortune, évidemment. À ce stade, il pense que grâce à l'argent, il est intouchable. Et en 1693, Chaloner invente un système d'une perversité encore plus avancée. Ça va vous en dire long sur le personnage. Il paie des imprimeurs, alors par lui directement, il organise un système pour que ces imprimeurs publient de la propagande en faveur du roi déchu Jacques II, ce qui constitue à l'époque un crime. C'est un crime de sédition. Et ensuite, il va lui-même, en son nom, dénoncer ces imprimeurs aux autorités
et comme ça il encaisse la récompense gouvernementale de 1000 livres pour dénonciation. Voilà, c'est anecdotique, mais ça montre quand même que c'était pas un bon gars. Mais c'est pas ce qu'il veut faire, hein, des petits coups comme ça. Il veut faire des gros coups. Sa biographie posthume résume le personnage en disant qu'il méprisait, je cite, les petites friponneries consistant à tromper des hommes isolés et qu'il préférait imposer sa volonté à tout un royaume. Et c'est ça qui va être sa plus grande erreur. Il va même s'attaquer à la Banque d'Angleterre. La banque, elle commence à émettre des billets de 100 livres. Challoner se procure du papier identique et fabrique des faux billets. Quand la fraude est découverte, il va faire une espèce de pirouette extraordinaire, mais que au bagou. Il coopère, je mets des gros guillemets, avec la banque, il restitue les billets et il dénonce ses complices, voilà, avec qui il est fabriqué, avec qui il passait les billets. Le directeur de la banque, dans un accès de naïveté, j'imagine, renonce aux poursuites. Et Challoner aurait même encaissé, mais ça je ne suis pas sûr et certain, une récompense pour avoir aidé à résoudre une affaire qu'il avait encore lui-même organisée de A à Z, comme avec les imprimeurs. Et là, tout bascule. Challoner commet l'erreur qui va le tuer littéralement. Voler l'État en cachette, ça ne satisfait pas assez son ego. Lui, il veut aussi de l'admiration publique. Et comment on obtient l'admiration publique à l'époque? Eh bien, en dirigeant une institution, par exemple. Alors Challoner publie des pamphlets incendiaires dans tout Londres. Il accuse dedans ouvertement le personnel de la monnaie royale, et donc indirectement Newton, c'est très important, d'être les responsables du chaos monétaire dont je vous parlais au début de la vidéo. Il affirme que les nouvelles pièces ne sont pas plus sûres que les anciennes, limite elles sont même moins sûres que les anciennes. Et dans un geste d'une arrogance absolue, il propose une solution. Il propose officiellement au Parlement de lui confier à lui l'expertise pour améliorer la frappe de la monnaie. Et le plus délirant dans ce que je vous raconte, parce que c'est vrai, c'est que des membres du Parlement l'écoutent très sérieusement. Ça a un impact, ça a un écho. Challoner est officiellement invité devant des comités parlementaires. On exige même de la part de Newton que Newton laisse ce personnage accéder aux installations de la Tour de Londres pour prouver ses dires. Alors là, en réalité, Challoner, si jamais il n'a pas le poste, il espère surtout obtenir un accès légal aux presses pour en profiter et perfectionner de son côté ses propres contrefaçons. Dans tous les cas, il est gagnant. En attendant, il accuse publiquement Newton d'incompétence et il accuse Newton toujours publiquement, possiblement de fraude. Et ça, pour Newton, c'est une humiliation. Une humiliation publique. Et quand on connaît la personnalité de Newton, incapable de tolérer la moindre remise en question de son autorité intellectuelle, je vous l'ai déjà dit, on comprend que l'affront devient viscéralement personnel. Et c'est là aussi que l'alchimie rentre en jeu. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure, pendant des décennies, Newton donc avait cherché à comprendre l'essence de la matière pour transmuter les métaux basiques en or pur. Pour lui, c'était une quête sacrée. Je vous ai dit, il y a un truc de spirituel, de mystique là-dedans, ok? Donc, dans sa tête, il est porteur de la lumière sacrée, avec la quête sacrée. Et on lui présente un escroc cynique qui lui transforme du plomb et du cuivre en fausses richesses. Parce que, évidemment, ces fausses pièces, elles ne sont pas faites en argent. Hein. Elle est là, l'astuce. Dans quel but? Celui de tromper le peuple. Donc, la contrefaçon de Challoner, c'est le miroir inversé du rêve mystique de Newton. Et c'est hyper important, je crois, de comprendre ça, parce qu'on comprend que pour Newton, en plus évidemment de son ego qui est blessé et qui est fortement blessé, il y a derrière une sorte d'insulte à l'alchimie, je crois. Leur embrouille allait presque passer sur le plan métaphysique. Pour Newton, c'est pas qu'une affaire d'argent, ok? Et de toute façon, on est d'accord, on ne salit pas impunément la réputation d'Isaac Newton. À partir de ce moment-là, la destruction, pas l'arrêt, la destruction de Challoner devient l'obsession numéro 1 de Newton. Il comprend que la bureaucratie traditionnelle elle va échouer face à quelqu'un d'aussi habile verbalement. Challoner, en plus, il a des appuis politiques, il sait détruire des preuves, il sait soudoyer des témoins. J'en ai pour preuve une première tentative d'arrestation. En 1697, Challoner réussit à faire fuir un témoin clé, qui s'appelait Thomas Holloway. Ce témoin va fuir en Écosse parce que Challoner l'a grassement payé. Sans témoin, l'accusation s'effondre et Newton est humilié une nouvelle fois parce que c'est lui qui l'avait emmené au tribunal avec ce témoin qui n'existe plus. Alors le père de la physique moderne va changer des règles du jeu. Il va employer les mêmes méthodes que Challoner. Au début, c'était une sorte d'enquête que faisait Newton, mais ça c'est terminé. Maintenant, c'est une chasse. C'est une chasse à l'homme. Newton quitte sa tour d'ivoire et se construit un véritable réseau d'espionnage. Il recrute des informateurs dans les bas-fonds de Londres. Il paie des criminels de petite envergure. Il finance des beuveries dans les pires tavernes de Londres juste pour écouter pour que les langues se délient.
Newton devient méconnaissable. Il y a des sources de l'époque qui indiquent qu'il serait même rendu lui-même déguisé, un peu crassement, dans des repères de criminels, juste pour écouter les gens parler. Des gens parlaient de quoi? Peut-être potentiellement des affaires de chalonneur, ce qu'il fait, où il est, etc. Newton, qui est habitué au silence des bibliothèques, passe désormais ses nuits dans des pièces humides, où ça picole, où il fait froid, où ça ne doit pas sentir très bon, à interroger des coupe-bourses et des faussaires. Parce qu'en plus, il les interroge. Il applique la rigueur de sa méthode scientifique au profilage criminel. Il regroupe des rumeurs, il vérifie des alibis, il croise les données pour voir si les alibis sont corrects, il cartographie tout le réseau de chalonneurs avec la même précision qu'un géomètre. Et entre juin 1698 et décembre 1699, il va conduire personnellement plus d'une centaine de contre-interrogatoires et il va amasser plus de 140 dépositions, toutes méticuleusement annotées de sa propre main. Il n'existe dans les archives anglaises de cette époque rien de comparable à cette masse documentaire qu'a produite Newton pour traquer Challoner. Donc il a construit quelque chose de complètement inédit à l'époque. Je crois qu'on pourrait appeler ça la première enquête scientifique. En 1698, Challoner commet ce qui sera son dernier crime. Il va graver une plaque de cuivre pour contrefaire les billets de la loterie du Malte. Alors cette loterie, elle est spéciale. C'est une forme hybride de titre financier qui va servir à la fois d'obligation d'État, donc c'est des dettes de l'État qu'on achète en fait et que l'État promet de rembourser un jour, et c'est un mélange aussi de billets de loterie et c'est un mélange aussi de monnaie. On peut servir de ça pour les trois. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous raconterai sur cette chaîne comment Voltaire, le Voltaire, a braqué l'État français pour devenir riche. Vous verrez que c'était pas qu'un philosophe, celui-là, c'est assez hallucinant. Mais ça, c'est la prochaine vidéo. J'en reviens à Challoner. Un de ses anciens associés le trahit. Donc Newton tire enfin sa piste et donc sa prise. Et il a accumulé beaucoup de choses en plus à côté. Challoner est arrêté en octobre 1698 et cette fois Newton a tout verrouillé. Le faussaire, son ego toujours bien boursouflé, va pas pouvoir s'empêcher de se vanter auprès de ses codétenus de tout ce qu'il a fait nuit après nuit. Il dévoile les détails des techniques de ses presses, comment il fabrique ses moules, le nom de ses complices. Sauf que la plupart des codétenus, ce sont des espions de Newton. Ils ont été placés ici, juste pour l'écouter. C'est vraiment le point final du plan, quoi. Et tout lui est rapporté évidemment fidèlement au mot près. Le narcissisme de Challoner est devenu son arme finale, peut-être même majeure, de destruction. Le 3 mars 1699, le procès s'ouvre au tribunal de l'Old Bailey. Et tout va se jouer sur une journée tellement c'est bien bouclé. C'est le juge Lovell qui s'occupe de l'affaire, un homme dont la cruauté expéditive lui a quand même valu le surnom du juge pendeur, ça annonce la couleur. Et à cette époque, pour un crime de haute trahison, l'accusé n'a pas le droit d'avoir un avocat. Il ne connaît pas d'avance les charges, ni les témoins, il n'y a pas de présomption d'innocence comme nous on la connaît aujourd'hui. Donc Challoner doit assurer sa propre défense en comptant sur un truc quand même qu'il a pas mal, sa rhétorique. Sauf que la manipulation repose sur l'incertitude et l'émotion. Et Newton, lui, il ne va pas parler d'hypothèse, il va même pas dire, vous vous rendez compte que pour lancer des émotions au niveau des juges et des jurés. Non, Newton, il va parler que des faits froids, et des faits froids prouvés, prouvables, avec de la data, c'est inattaquable. Newton déploie son piège final avec une précision incroyable. Tous les détails ont été préparés, c'est le professeur dans la Casa de Papel, mais côté légal. Il va aligner 8 témoins qui couvrent l'ensemble de la carrière criminelle de Challoner, on va tout remonter à la base, il va appeler Catherine Coffey, l'épouse de l'orfèvre qui avait travaillé avec Challoner. Et elle déclare l'avoir vu graver des matrices. Il va aussi faire venir Elizabeth Holloway, qui va témoigner de quelle façon Challoner a soudoyé son mari pour qu'il fuit en Écosse avec de l'argent. Newton a pris tout l'écosystème de Challoner et l'a retourné contre lui. Toutes les informations qu'il avait glanées sur lui permettent une attaque fulgurante, d'une puissance rare dans un tribunal, parce que le procès va durer moins d'1 heure. Challoner tente tout, il feint la folie, ça marche pas, il insulte les juges, ça marche pas, il accuse les témoins de parjure, ça marche pas. Le volume des détails factuels accumulés par Newton est si fort que le jury va mettre juste quelques minutes à rendre son verdict. Coupable de haute trahison. Il faut que je m'arrête sur un point important par honnêteté intellectuelle. L'historien Thomas Levenson, professeur au MIT, qui a analysé les archives de Newton, note que certains éléments du procès, donc les éléments dont j'ai pu avoir accès, qui sont disponibles sur Internet, sont discutables. Par exemple, Newton aurait présenté un récit de contrefaçon qui ne s'est probablement pas déroulé exactement comme il est décrit dans d'autres sources.
Mais le dossier dans son ensemble était accablant et Challoner était incontestablement un faux monnayeur prolifique. Depuis sa cellule de condamné à Newgate, Challoner s'effondre, le grand seigneur intouchable de Knightsbridge n'existe plus, il n'est même pas redevenu le petit artisan qu'il est né. La terreur va remplacer l'arrogance qui le caractérisait, il écrit frénétiquement à Newton, parfois il écrit des menaces, parfois il lui écrit des insultes, parfois des supplications, et sa dernière lettre, c'est un document historique glaçant, il est conservé à l'université d'Oxford, il est consultable, il est griffonné dessus « Ô cher monsieur, personne ne peut me sauver si ce n'est vous, ô Dieu, mon Dieu, je serai assassiné si vous ne me sauvez pas ». Il en est réduit à implorer la clémence de l'homme qu'il avait tenté lui-même de détruire publiquement. Et Newton, vous allez sûrement me demander, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, il va répondre à aucune lettre. Pour lui, le problème est résolu, donc il n'y a plus besoin d'interaction. Le 22 mars 1699, William Challoner quitte Newgate pour son dernier voyage. Le matin de son exécution par pendaison, il refuse de se repentir devant l'aumônier de la prison, puis il se calme suffisamment pour accepter le sacrement final. Devant la foule venue assister au spectacle, comme il était coutume à l'époque, Challoner retrouve une dernière fois sa fureur et crie qu'il est assassiné sous prétexte de loi. Puis il monte à l'échelle du gibet, il prie, il tire lui-même la cagoule sur ses yeux. L'exécution par pendaison en Angleterre, à cette époque, n'utilise pas encore le système de la trappe, on retire juste l'échelle sous les pieds du condamné. Newton n'est pas présent ce jour-là, c'est vraiment pas quelque chose qui l'intéresse, pour lui l'histoire est terminée. Le parcours de William Challoner prouve quand même un truc, que le bagou, la séduction, le culot absolu, la manipulation de la confiance, ça peut permettre quand même d'accomplir des miracles, mais uniquement à court terme. Et je trouve ça important de le rappeler parce qu'on vit quand même dans un monde où on baigne dans un brouillard de plus en plus constant de désinformation, de manipulation des opinions, de manipulation de l'image. Il y a beaucoup d'escrocs charismatiques qui vendent du rêve. Et cette leçon-là, c'est peut-être l'une des leçons les plus précieuses qu'Isaac Newton nous ait laissées. Les beaux discours ne gagnent jamais très longtemps contre la preuve matérielle. Pourtant, au moment de conclure avec vous cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un petit malaise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, ok, Newton a sauvé l'économie anglaise. Moi, c'était un truc que je ne connaissais pas sur lui. Cette histoire, je l'ai trouvée incroyable, au point de vous en faire une vidéo. Il a fait condamner 28 faux monnayeurs au total. Mais il ne l'a pas fait uniquement avec son intelligence. Je veux dire, il l'a fait aussi avec un refus quasi pathologique d'accepter le moindre compromis. Il avait une absence totale de pitié, quoi. Et ça me pose quand même une petite question. À quel moment exactement la rationalité absolue bascule-t-elle dans quasiment la cruauté? Je crois que la frontière, elle est assez fine. Parce que pour débusquer un monstre, un peu tapis dans l'ombre de Londres, l'un des plus grands génies de l'humanité a dû accepter de fonctionner lui-même comme une machine dépourvue de miséricorde. En tout cas, c'est l'histoire que j'aime à interpréter, et c'est évidemment mon point de vue. Par contre, j'ai un ultime détail à vous donner, parce que l'histoire, elle adore l'ironie. En décembre 1699, donc quelques mois après seulement l'exécution de Challoner, le Master of the Mind, Thomas Neal, meurt. Newton est nommé à sa place le jour de Noël 1699. Il va occuper ce poste jusqu'à sa propre mort, soit pendant 28 ans. Il va être fait chevalier par la reine Anne, élu président de la Royal Society et va devenir l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre. Et ce que je trouve être l'ultime clin d'œil de l'histoire, c'est que Newton lui-même va finir imprimé sur la monnaie. Son portrait a orné les billets de 1 livre sterling, en plus 1 livre, de 1978 à 1984. C'est-à-dire que l'homme qui a sauvé l'argent de l'Angleterre est devenu 3 siècles plus tard le visage même de l'argent de l'Angleterre. Merci encore à Opera de soutenir à nouveau mon travail. Depuis l'année dernière, la première collaboration qu'on a fait ensemble, c'est vraiment devenu mon navigateur préféré sur mon PC. Mais les belles paroles, ça vaut jamais les faits. La meilleure preuve, c'est d'essayer les outils par vous-même. Vous pouvez télécharger Opera gratuitement dès maintenant via le lien que je vous mets dans la description ou le commentaire épinglé pour reprendre le contrôle de votre navigation. Et bien sûr, si vous aimez les All Threads, il y a une playlist dans la description et puis vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Vous là qui regardez la vidéo, je ne sais pas comment vous vous appelez, par contre moi je m'appelle toujours Fabien Olicard. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.